Le voyage que le Premier ministre Georges Pompidou a effectué en Inde et qui lui a permis d'évoquer avec le président Radhakrishna la coopération franco-indienne comportait un pèlerinage. Ce peloton de 18 chevaux représentait à lui seul, au départ du Prix d'Amérique, les espoirs de plusieurs millions de parieurs. Il y avait 7 milliards d'anciens francs d'enjeu sous les sabots de ces super cracks du trot international. Vous imaginez la somme d'émotions que tout cela représente pour ceux qui avaient osé risquer la fortune sur les chances de l'un de ces chevaux. 3 favoris au départ, ils se classeront dans cet ordre à l'arrivée: Ozo, Hélène Rodney et Oscar Herrel qui prend la tête en ce moment. Pas pour longtemps, Ozo, l'idole de Vincennes, s'envole vers une nouvelle victoire, une victoire qui, si elle rapporte peu aux parieurs du tiercé, couvre d'or l'heureux gagnant de la loterie nationale qui empoche les 200 millions d'anciens francs du sweepstake. À Megève, pour la Coupe Émile Allais, on pouvait s'attendre à un nouvel épisode de la guerre des skis. Ski français, ski autrichien, pour Jean-Claude Killy, la question était réglée. Et c'est sur du matériel français que le jeune champion de Val d'Isère devait encore une fois affirmer sa supériorité sur ses éternels rivaux, les Autrichiens. Une victoire dans le slalom qui lui rapporte aussi, comme à Kitzbühel, la première place du combiné. Honoré Bonnet est satisfait, avec Killy, il est tranquille pour des années. Mais l'épreuve la plus spectaculaire sera incontestablement la descente. Sur la piste Émile Allais, l'une des plus difficiles d'Europe, les hommes fusées, lancés à plus de 100 à l'heure, prendront parfois avec la trajectoire idéale des libertés dangereuses. Une douzaine y passeront, de quoi donner le frisson aux plus blasés. Par miracle, il n'y aura que 2 blessés, dont Guy Périlla qui, sur une bosse du Schuss terminal, réalise la plus fantastique cabriole de sa carrière. Le mur de Bornée, une pente vertigineuse terminée par un virage brutal, Killy sera le seul à trouver la ligne parfaite. Il réalise le meilleur temps. Il croit en sa victoire, mais derrière, il y a Leitner, dont nous allons suivre la descente d'un bout à l'autre. Une force de la nature, ce Leitner. Plus athlétique que Killy, plus lourd surtout, et dans ce domaine, le poids n'est pas l'ennemi, au contraire. Il file comme une flèche, 100, 110 à l'heure. Les 3200 mètres qui séparent le portillon de départ de la banderole d'arrivée, c'est à 80 de moyenne qu'il va les avaler. Lancé trop vite dans le mur de Bornée, l'Allemand va friser la catastrophe. Un dérapage désespéré, il est passé. Il file vers la victoire. Une victoire qu'il est en train de construire maintenant, grâce à son carénage, grâce à sa position remarquablement profilée. C'est ici qu'il prend les 54 centièmes de seconde qui vont sanctionner à l'arrivée sa victoire sur Killy. Ludwig Leitner est premier, mais Jean-Claude Killy, skieur complet, restera la vedette de ce Grand Prix. Effervescence au Vietnam où, aux cris de paix et liberté, les bouddhistes manifestent leur hostilité au gouvernement Wang en place depuis quelques jours seulement. Des ordres qui vont fournir au général Khan le prétexte à une reprise en main des affaires. Ce sera le 7e coup d'État depuis la chute de Ngo Dinh Diem. Le général a tenu à se justifier, M. Wang était un incapable. D'entrée, le nouveau régime s'est voulu inflexible. L'un de ses premiers actes a été l'exécution publique d'un jeune terroriste arrêté alors qu'il transportait une bombe. Une sanction qui se voulait exemplaire et qui s'est déroulée pourtant dans l'indifférence générale. Dans ce tissu de contradictions, la seule réalité demeure le Viet Cong dont la pression se fait de plus en plus forte. Une masse de manœuvres qui a maintenant dépassé le stade du maquis pour s'organiser en unités régulières. Américains et Vietnamiens l'éprouvent tous les jours
en dépit des captures spectaculaires qu'ils peuvent parfois réaliser. Sur la même prolonge d'artillerie qui servit aux obsèques des rois Édouard VII, George V et George VI, et que tiraient 142 marins, Winston Churchill a effectué à travers Londres le dernier voyage tel qu'il l'avait lui-même souhaité. L'Angleterre lui a adressé un adieu à sa mesure. Elle l'a fait avec le faste, le sens de l'éclat, de la rigueur et de la majesté dont ce pays de tradition garde l'exclusivité aujourd'hui. Dans cette prodigieuse procession qui durera 3 heures, la cathédrale Saint-Paul était une halte où 11 chefs d'État et souverains étaient venus joindre leur adieu à celui de Londres. Le général de Gaulle, la reine Juliana des Pays-Bas et le prince Bernard, la princesse Margaret et son mari, Lord Snowdon. Fait exceptionnel, la reine Élisabeth avait tenu à être présente. Elle vint accompagnée du duc d'Édimbourg et de son fils, le prince Charles. C'est à la fois toute l'Angleterre et 112 nations qui saluèrent la dépouille mortelle de Sir Winston, que 8 grenadiers de la garde portèrent jusqu'au centre de Saint-Paul, suivi de Lady Churchill et de toute la famille du disparu. Sous le dôme de la cathédrale, 3000 personnes se sont souvenues, comme toute une ville venait de le faire, silencieusement, des jours de sang et de larmes, au cours desquels Churchill avait galvanisé la détermination de tout un peuple. Ce que le monde doit à cet homme, les chefs d'État ou leurs représentants en ont apporté le témoignage par leur présence sur les marches de Saint-Paul, alors que la lente procession allait reprendre le chemin de l'embarcadère de la Tour de Londres. Honneur particulier, la dépouille de Churchill remontait la Tamise, drapée dans l'Union Jack. Avant lui, l'Angleterre n'avait accordé ce privilège qu'à la dépouille d'un autre Anglais, Nelson. À Rawalpindi, capitale provisoire du Pakistan, le président Ayub Khan a accueilli M. Georges Pompidou accompagné de son épouse et du ministre des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. Cette visite, qui devait être marquée d'entretiens importants et qui aboutira à l'intensification des échanges entre les deux pays, a conduit le Premier ministre français à Lahore, où, selon la tradition, il faillit presque disparaître sous les colliers de roses et de jasmin. Trois jours au Pakistan, 8 jours en Inde, le voyage de M. Pompidou marque une date. Depuis la création des 2 États issus de l'ancien empire des Indes, c'est la première fois qu'un chef de gouvernement français se rend officiellement dans cette partie de l'Asie aux traditions millénaires. En Inde, où devait se dérouler la seconde partie du voyage de M. Pompidou, la fin du Ramadan a été célébrée avec ferveur par une communauté islamique forte de 45 millions de fidèles. À Delhi, l'affluence fut telle que l'imposante mosquée de Jama Masjid se révéla trop petite pour accueillir les 100 000 personnes qui se pressaient à ses portes. Les prières rituelles ont néanmoins été suivies sur la place et dans les rues avoisinantes. Une foule que ne pouvait prévoir le roi Shah Jahan quand il fit construire la mosquée il y a de cela 4 siècles.
La première question posée au général de Gaulle au cours de sa 12e conférence de presse concernait sa santé. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Divers problèmes furent évoqués. Politique des revenus, choix d'une monnaie internationale, réunification de l'Allemagne. Mais c'est à propos de la crise qui paralyse aujourd'hui les Nations Unies que le chef de l'État a pris la position la plus remarquée. Au point où en sont les choses, il faut évidemment que Washington, Moscou, Londres, Pékin et Paris s'entendent pour revenir au point de départ, comme ils se sont naguère entendus pour fonder les Nations Unies. La France, pour sa part, est toute prête à aider à un tel accord. Et il lui semble que Genève serait le lieu le plus approprié pour une telle négociation entre les cinq. Et du reste, ce serait aussi le lieu approprié pour telle ou telle autre négociation auquel vous pensez. La France souhaite en effet ardemment qu'on puisse sauver cette institution dans laquelle le monde a mis tant d'espoir pour aider à la solidarité de tous les hommes sur la terre. Les Français, gens heureux, sont chaque année plus nombreux à partir en vacances. L'ennui, c'est qu'ils mettent un entêtement certain à le faire en même temps. Dans les gares, comme sur les routes, 1964 a battu tous les records du genre. Combien y en eut-il de ces désappointements naïfs devant des panneaux qui jalonnèrent les grands axes de la migration? Guère plus de place sur le sable, un comble. En moins de 2 mois, la moitié des Français fut en vacances, c'est-à-dire parfaitement entassés. La montagne ne fut guère mieux partagée que les plages. Il suffit de se rappeler la mer de glace au mois d'août. Que se passera-t-il cette année? Pour nous éviter un Paris vidé de son sang, les industries, les commerces renonceront à la fermeture en bloc qui plongeait l'économie dans une soudaine somnolence. Les élèves du Nord et de l'Est pourront partir en vacances tous examens passés 15 jours avant ceux de l'Ouest et du Sud. En mai et en juin, en septembre et en octobre, les notes d'hôtel baissées de 25% seront plus douces au portefeuille récalcitrant. Et l'on finira peut-être par s'apercevoir qu'une plage ne présente pas le même aspect en juin qu'en plein mois d'août. Il reste que le succès de l'étalement des vacances dépendra de chaque expédition familiale. On découvrira peut-être enfin que le bonheur ne réside pas dans les grands exodes collectifs, les grands affolements migratoires. On concevra la détente, l'évasion autrement qu'à la chaîne. Et on admettra peut-être enfin que le bonheur suprême n'est pas de dormir dans un hall d'hôtel ou dans une baignoire. Au musée des arts décoratifs, 800 chefs-d'œuvre d'art religieux ont accueilli le ministre d'État chargé des affaires culturelles, M. Malraux, et les premiers visiteurs de l'exposition « Trésors des églises de France ». Étincelante juxtaposition de pièces inestimables venues du fond des âges malgré les guerres de religion et les révolutions. Conques, Reims, Amiens, Chartres et tous les sanctuaires célèbres ont envoyé leurs pièces les plus précieuses. C'est la plus fantastique exposition d'objets sacrés jamais réalisée en France. Chaque année, en février, Bernard Buffet expose. Les Buffet 65, ce sont surtout des yeux, pupilles dilatées d'oiseaux de proie, rétines d'hallucinés au milieu d'un visage, où muscles et tendons ont été mis à nu. Le tout dans une pâte à base de rouge et d'oranger. Encore une fois, Buffet ne laissera personne indifférent. Ses turiféraires crieront au génie, ses détracteurs hurleront au bluff. Alors à votre avis, horriblement beau ou magnifiquement affreux? Une cité aux larges avenues géométriques, telle apparaît Jakarta, capitale de l'Indonésie. Le conflit qui oppose ce pays à la Malaisie ramène souvent dans l'actualité le nom de Jakarta, que nous voyons vivre ici sa vie de tous les jours.
Jakarta, ville champignon, tout à la fois moderne et traditionnelle, et qui possède un stade à la mesure de grandes ambitions sportives. Jakarta, ville aussi où plus de 3 millions d'habitants, continue, en dépit de l'invasion des automobiles, à garder de la tendresse pour les pousse-pousse et pour toutes sortes de coutumes paisibles. Du reste, il suffit de quitter la capitale où parfois un slogan s'étale pour plonger tout à fait dans l'exotisme émouvant d'une vie faite de simplicité. Ici s'étend le pays des rizières où les chapeaux semblent capables de recéler des grâces infinies. Et c'est ici que nous avons rencontré M. Sudarseno. Il revenait du marché à l'ombre d'une feuille de bananier, l'ombrelle nationale. Il ramenait chez lui une cage avec un oiseau. Et cette cage, il l'a hissée à un mât exactement comme un drapeau, pour que l'oiseau minuscule protège sa chaumière, ses amours, ses récoltes. Ce qui ne l'empêche pas, en homme pratique, d'avoir pris quelques précautions réalistes contre les volatiles trop gourmands. Cette année, les automobilistes s'engouffreront pour la première fois sous le Mont Blanc. À l'intérieur des deux constructions de béton de chaque côté de l'entrée, on a installé les ventilateurs qui assureront l'aération du tunnel de 11 km 600. La chaussée, véritable tablier de pont jeté à 3 mètres au-dessus du sol, est en place. Le temps n'est plus loin où la grille frontière s'ouvrira et où les ventilateurs se mettront en route pour alimenter les bouches d'aération disposées de 10 en 10 mètres. Aux portes de Paris, l'opération Aménagement de la Défense va avoir cette année un prolongement à Courbevoie. 10 hectares ont été libérés par la démolition de l'ancienne caserne des gardes suisses, à l'exception du fronton classé, qui sera transporté ailleurs. Sur cet espace va être édifié un ensemble urbain complet. L'architecte Henri Potier en a présenté la maquette. Dominé par une double tour de 42 étages, il comportera 1500 logements, un hôtel, une piscine, des magasins, une patinoire, une école, des jardins, une véritable ville. Dans les Pyrénées-Orientales, on poursuit l'édification du four solaire d'Odeyo, qui sera le plus puissant du monde. Dans le courant de 65, le dispositif des miroirs, qui a pour but d'amener l'énergie solaire à sa plus forte concentration, aura pris sa forme définitive. Le four de Montlouis, capable d'atteindre en son foyer 3000 degrés, aura trouvé son maître, celui d'Odeyo sera 20 fois plus puissant. Mais à Odeyo, il y a aussi une maison solaire prototype. Dans des cloisons à double paroi, la chaleur du soleil est piégée. L'air ainsi chauffé peut circuler ensuite dans les pièces et traverse des ballons d'eau qu'il réchauffe. Le soleil domestique est pour demain, ou plutôt pour aujourd'hui, puisque déjà des miroirs disposés sur le toit d'un grand hôtel de Perpignan assignent depuis bientôt 1 an au soleil un devoir domestique, celui d'assurer l'eau chaude de l'établissement, et jusqu'ici, il s'en est ponctuellement acquitté. Tout a commencé à la suite de l'attaque au mortier par le Viet Cong du camp américain d'Holloway. 24 hélicoptères détruits sur 25, 7 morts, 108 blessés. Dès le lendemain, 49 chasseurs bombardiers décollèrent du porte-avions Coral de la 7e flotte. Objectif, Dong Hoi au Nord-Vietnam. De son côté, l'aviation sud-vietnamienne se lance à l'attaque de 3 bases au Nord-Vietnam. À Saigon, les jeunes filles ne cacheront pas leur admiration pour le général Nguyen Cao Ky et ses jeunes pilotes qui ont bravé la DCA du Nord.
Mais un bataillon anti-aérien de missiles Hawk est arrivé à Da Nang. La situation est lourde. M. Kosygin, qui est à Hanoï pendant les événements, s'était arrêté à Pékin où il avait rencontré Chou En-lai. Tous deux ont promis leur aide au Nord-Vietnam. À Moscou, 5000 manifestants lapident l'ambassade américaine. C'est bien autre chose à Pékin, où il n'y a pas d'ambassade américaine. Ce sont plusieurs centaines de milliers de Chinois qui manifestent contre les bombardements américains. Ici, le nombre est une tradition. Dans diverses autres capitales aussi, des manifestations. À Londres, par exemple. La Maison-Blanche elle-même, à Washington, aura son défilé. C'est dans cette atmosphère qu'éclate l'attentat de Kinnom. 33 soldats américains écrasés sous les décombres de leur caserne. Cette fois, le raid de représailles comptera 150 avions. Les familles de tout le personnel américain employé au Sud-Vietnam ont repris le chemin des États-Unis sur l'ordre du président Johnson. Avec les civils qu'on rapatrie, il y a aussi les blessés qui rentrent. Et le monde s'interroge. L'escalade va-t-elle continuer ou les conversations vont-elles s'amorcer? Pendant ce temps, il y a de plus en plus de morts au Vietnam. Le voyage que le Premier ministre Georges Pompidou a effectué en Inde et qui lui a permis d'évoquer avec le président Radhakrishna la coopération franco-indienne comportait un pèlerinage. Après avoir échangé selon la règle ses chaussures contre des sandales à lanières, il est allé s'incliner sur les mausolées de Gandhi et de Nehru. Son voyage comportait aussi une visite à la plus jeune ville de l'Inde, celle que le gouvernement décida en 1949 de créer de toutes pièces au pied de l'Himalaya et dont un Français, Le Corbusier, dressa les plans voici 15 ans. Le nom d'un humble village devenait celui d'une capitale de l'an 2000. Les routes qui y mènent ne sont pas encore toutes achevées. Il est vrai qu'elles progressent au pas des porteurs de paniers et que souvent les mains font l'office des pelles. Il est vrai aussi qu'il passe plus de chameaux encore que de voitures vers Chandigarh. Chandigarh. Là où s'achèvent les derniers contreforts de l'Himalaya, commence le Capitole, la cité administrative. Le Capitole, autrement dit, des volumes tels que les a voulus Le Corbusier. Au-delà, ce sont les secteurs de la cité où l'eau d'une noria alimente une fabrique artisanale de briques. Les briques moulées une à une deviennent des tas. Ici, comme dans l'Égypte des pharaons, comme en Chine, la vertu du nombre remplace la puissance des machines, et le va-et-vient continuel des fourmis permet à la fourmilière de grandir sans répit. Ainsi grandit Chandigarh. Mais Chandigarh n'est pas seulement un chantier. Chandigarh est dès maintenant une ville qui vit de sa vie de capitale, avec ses transports individuels et aussi ses transports en commun, la bicyclette étant la plus noble conquête de l'Inde contemporaine. Le palais de justice a pu, dès 1955, être ouvert à l'activité judiciaire. Avec ses rampes d'accès en saillie, le long building des ministères est lui aussi en place à l'autre bout du Capitole. Sous la direction de Pierre Jeanneret, qui surveille l'exécution des plans de son cousin Le Corbusier, s'achève la plus étonnante peut-être de ses constructions, le Palais des Assemblées, dont la lourde porte carrée pivote sur un axe médian. Les fresques qui la décorent portent la signature du grand architecte français.
Une signature qui se manifeste d'une façon tout aussi caractéristique sur les façades brise-soleil. Chandigarh ou le rendez-vous de l'Inde avec le XXIe siècle. La Royal Film Performance est l'occasion pour la famille royale de rencontrer un certain nombre d'étoiles de première grandeur venues tout exprès à Londres pour la grande nuit du cinéma. Toutes les vedettes européennes, de Jane Simmons à Kurt Jürgens, ont été présentées à la reine-mère Elisabeth qu'accompagnait la princesse Margaret et Lord Snowdon. Marie-José Nat fut la plus remarquée. Elle avait le plus beau décolleté de la soirée. Un décolleté que n'aurait pas désavoué James Bond, dont la conférence de presse à Paris a pris des allures de mêlée de rugby. Comme si on leur avait jeté en pâture les lingots de Fort Knox, journalistes et photographes se sont rués sur le héros de Goldfinger. En fait, c'est l'agent le moins secret qui soit au monde. La preuve, ces procédés ont visiblement inspiré les spécialistes anglais du transport de fonds qui viennent de présenter un véhicule décourageant. Les caisses sont avalées, puis arrimées et bloquées dans leur compartiment. Un système électronique déclenche le freinage automatique en cas d'absence involontaire du conducteur. Un jeu de barre peut doubler instantanément l'envergure du fourgon. Enfin, s'il est attaqué au chalumeau, l'aérateur renvoie illico à l'intrus la monnaie de sa pièce. Le hold-up, une carrière qui offre de moins en moins de débouchés. Comme tout manoir écossais qui se respecte, cette modeste maison de Bury, dans l'Oise, a son fantôme. Depuis quelques semaines, un démon ravageur y sévit. Il a une prédilection pour la porcelaine et les objets fragiles. Même le pied de fonte de la cuisinière n'a pas résisté au massacre. Nuit et jour, on persécute Madame de Rien. Malgré ses 82 ans, elle a toujours bon pied, bon œil. Elle sent la présence permanente du facétieux fantôme. Mais tout y bouge. Tout bouge. Tout bouge. La table au milieu. C'est là au milieu. Tout à l'heure, toutes les fourchettes, tout ça est à terre. Ça. Mon lit, ça c'est un lit ça, que j'avais avant. Enfin, puisqu'il est encore venu au matin. Alors, Ce matin. Là, tout à l'heure, il est peut-être encore en dessous, puisque le chat n'y rentre pas. Le chat ne rentre pas. Et quand le chat ne rentre pas... Il est là. Ah bon, c'est qu'il est là. Il est là. Bon. Et je vois que vous avez un bâton à côté de vous. Oui, ben ça, alors je prends, quand il me lève mon pape, je tape comme ça. Hein, puis tout à l'heure, alors il me tape sur mes épaules. Il vous tape, lui aussi. Mais tout le temps, des casseroles, il y a encore une bosse là depuis le matin, à midi, tout ça. Même les esprits frappeurs se démocratisent. Jusqu'à présent, ils ne se manifestaient que dans l'aristocratie. À la Défense, un immense puits de 30 mètres conduit au plus insolite des chantiers parisiens, celui du futur métro Express. Le tunnel a déjà 600 mètres de long. Derrière un bouclier de métal, des ouvriers travaillant sous air comprimé progressent de 3 mètres par jour. Mais le travail durera encore des années. La ligne transversale comprendra en effet 20 km de souterrain à travers tout Paris. Pour l'heure, tandis que la première équipe progresse à partir de la Défense, une autre avance à sa rencontre à partir de l'Étoile, où la cavité de la future station est presque réalisée. Au fur et à mesure que la galerie se creuse, les éléments de la voûte sont posés automatiquement et c'est une véritable prouesse technique qui s'accomplit sous les pieds des Parisiens sans qu'ils s'en aperçoivent, ou si peu. L'engin d'observation Ranger 8, qui avait été lancé de Cap Kennedy par une fusée Atlas à Jena, a parfaitement accompli sa mission. 63 heures plus tard, avant qu'il ne s'écrase sur la Lune à seulement 24 km du point visé, ces 6 caméras de télévision sont entrées en action. Elles ont transmis plus de 7000 photos de la mer de la Tranquillité, région choisie pour le premier alunissage de l'homme. Observer pour la première fois, de longues stries suggèrent l'existence de tremblements de lune.
Thank you.